J'espère que ces 3 interventions suscitent des questions dans la salle. Alors, il y a une question devant. Bonjour, ma question s'adresse à Madame Benoît Aubry. On n'entend rien là. Bonjour, donc ma question s'adresse à Madame Benoît Aubry. Donc je voudrais savoir, dans le cadre de votre activité, est-ce que vous travaillez entre guillemets à l'arrache ou est-ce que vous arrivez à organiser des consultations pour la prise en soin des patients qui viennent de manière récurrente? Et surtout, comment vous les codifiez et est-ce que ça rapporte quelque chose de supplémentaire à vous, entre guillemets, ou à l'institution? Merci. Alors, si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir comment je m'organise, c'est ça, pour mes consultations, pour l'hypnose? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui se passe, c'est que c'est compliqué à l'hôpital. Donc moi, les lundis, mardis, mercredis, j'hypnotise en salle d'interventionnelle. Mais je n'ai pas la chance de les voir en amont. Donc en fin de compte, dès le moment que je les salue et que je prends l'ordonnance, déjà je commence mon induction. Je ne vais pas parler normalement, enfin voilà, je commence dès le début, et puis le temps de mettre les champs opératoires, de temps, voilà. Et en fin de compte, il y a une grande préparation pour une sclérose d'angiome qui me permet de faire une induction qui tient la route et une belle induction. Après, ce qui se passe, c'est que, donc les jeudis, vendredis, je ne vais pas raconter la fin de ma semaine, les jeudis, vendredis, je vais être du côté recherche. Le problème, c'est les financements. Comment dégager 2 jours d'une personne sur quel budget? Et je suis payée que sur les bourses et les financements que je me suis trouvés les jeudis, vendredis. L'hôpital, en fin de compte, ne me paye pas. C'est moi qui m'auto-finance. Et puis, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir vraiment avoir beaucoup d'expérience en hypnose, j'ai demandé, donc tout ça, ça tient, donc j'ai 40% en radio, 35% en recherche, donc ça fait que 75%. Et un jour par semaine, je me suis associée avec des médecins généralistes, un kiné, un ostéopathe, et donc je consulte en libéral. Ce qui me fait une autre expérience, c'est d'autres patients, et je crois que ces 2 activités se complètent bien, et j'ai beaucoup d'expérience en hypnose, et ce qui me permet de vraiment avancer dans ce domaine. Au niveau de la cotation, donc? Pardon? Au niveau de la cotation? La cotation, au niveau de la cotation, on est coté, mais on ne vaut rien. Je sais, voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand j'amenais cette question-là, c'est que la plupart des gens qui sont comme vous et moi et vos collègues d'à côté en aromathérapie, il y a beaucoup de thérapies, donc dites non médicamenteuses, les MIC, les MAC, les INM, comme on peut les appeler. Et tout ça prend un petit peu d'essor dans les soins de support. Et c'est vrai qu'à un moment, toute l'énergie que nous mettons en formation perso, en bien sûr bénéfice des patients qui n'est plus évalué, quelque part ne rapporte pas grand-chose. Donc où est-ce qu'on en est un petit peu dans tout ça, quoi? Voilà, c'est juste le débat que j'ouvre, quoi. Ouais, donc maintenant on a une cotation. Avant on n'avait pas de ligne de cotation. Donc depuis 3 ans on a une ligne de cotation. Donc déjà ça apparaît. Et justement ces études vous permettent de savoir, de promouvoir et je pense qu'essayer que ça rentre en cotation parce que c'est vrai que ça je l'ai pas précisé, mais dans la salle quand je fais de l'hypnose je fais pas autre chose. C'est-à-dire que je ne peux pas servir le radiologue ou servir le chirurgien. Donc ça fait que il faut une manip en plus et ça prend de l'argent et voilà, il faut que ça soit reconnu pour qu'on puisse exercer en hypnose en salle de radiologie. Merci. Alors, juste, je rajouterais qu'en fait, la cotation, c'est une cotation médicale. On est infirmière manipulatrice radio. La cotation, c'est le code ANRP 001. C'est une séance d'hypnose à visée antalgique. C'est un acte NGAP. Ça peut être coté qu'au nom d'un médecin. Mais franchement, je vous encourage à le noter si en consultation ou dans vos transmissions parce que c'est un label de qualité par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous offrez aux patients. Et l'expérience montrera sûrement dans ce qu'elle va faire que ça ne prend pas plus de temps et que les patients ressortent plus vite de l'hôpital et consomment moins d'antalgiques. Oui, j'avais 2 questions concernant la dernière présentation sur l'aromathérapie. Alors, la première, c'est d'abord, j'ai appris que pour moi, l'aromathérapie, c'était l'olfaction. Donc, j'ai appris que c'était la voie transcutanée et aussi transmuqueuse, d'après ce que j'ai. Bon. Et alors, la question, c'est quand même, en tout cas, la voie olfactive, on sait qu'on est inégaux par rapport aux odeurs. Moi qui vois beaucoup de migraineux qui ont pendant les crises, ils ont des seuils sensoriels abaissés, le bruit, la lumière et les odeurs, souvent les gènes, ils ont une olfaction même en dehors des crises hyper développée. Donc c'est un peu un élément de l'équation qui n'est pas simple à résoudre. Et en plus,
Il y a des gens qui, inversement, ont une forme d'anosmie. Ils ont une perception des odeurs très basses, très, très difficiles. Et en plus, on est inégaux et on a des odeurs qu'on aime et qu'on n'aime pas, tout simplement. Comment vous gérez ça? Deuxième question, c'est le placebo. Alors, ne vous méprenez pas. Pour moi, le mot placebo n'est pas une insulte. Comme souvent, en effet, ça peut être le cas, c'est-à-dire le placebo n'est surtout pas quelque chose d'inerte, comme c'est la représentation médicale classique. Les placebos, et maintenant, on a un corpus d'études dans des revues de haute valeur scientifique qui montrent que ça mobilise les structures cérébrales, qu'il y a une libération de neuromédiateurs tout à fait efficace. Et on sait que l'effet placebo, ça marche, puisque maintenant, il y a toute une série d'études en placebo ouvert où on dit aux patients qu'ils reçoivent du placebo, et ça marche. Alors, il y a aussi tous les effets collatéraux, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'eux, on va plus facilement s'occuper d'eux, d'autant plus que le soignant est convaincu qu'il utilise quelque chose d'efficace. Comment vous vous situez par rapport à cette problématique du placebo? Alors, sur l'olfaction, en effet, moi, quand je me suis intéressée à l'aromathérapie, au début, je l'utilisais essentiellement par voie cutanée. La voie olfactive, finalement, je l'ai découvert un peu plus tardivement. Déjà parce que moi, ça fait 15 ans que j'ai mis en place l'aroma dans mon pôle de gériatrie. Ce n'était pas forcément quelque chose dont on parlait beaucoup. Donc, on a d'abord fait de la voie cutanée et de la diffusion atmosphérique. La voie olfactive est intéressante parce qu'elle permet une personnalisation. Si vous faites de la diffusion, si vous êtes en chambre double, le voisin, il aime peut-être pas la fragrance que vous avez diffusée, et ça pose aussi des soucis à la fois de matériel plus cher, ainsi que ça coûte rien, quoi. Et ça fait un peu l'office de doudou olfactif. Par rapport, en effet, moi je suis gériatre, donc forcément l'anosmie dans mes parkinsoniens, les troubles neurodégénératifs, j'ai fait pas mal de recherches sur l'olfaction. Finalement, même en cas d'anosmie quasi totale, en fait, vous avez quand même, de par les voies olfactives, des particules olfactives qui passent et qui vont avoir cet impact. Dans nos EHPAD, par exemple, on a énormément d'ateliers olfactifs. Or, dans nos EHPAD, on a pratiquement 90% de troubles cognitifs avec des anosmies. Et pour autant, ça marche quand même. Alors, parfois, on va être sur des odeurs qui peuvent dérouter. C'est-à-dire que si je vous fais sentir une odeur et que je vous demande un arôme, ce qui vous plaît, vous allez partir sur des arômes beaucoup plus subtils. Parfois, mes patients vont choisir des choses beaucoup plus boisées, beaucoup plus lourdes, en termes de molécules olfactives qui sont plus grosses, et c'est aussi la grosseur des molécules en fait qui fait le passage. On a aussi, par exemple, si on fait juste une inhalation inspirée, expirée, on sait que par exemple il y a à peu près 10% des molécules qui vont passer par la muqueuse olfactive. Si vous faites par exemple ce qu'on appelle le flairage, le petit chien, en faisant des inspi-expi brefs, vous allez avoir 30% qui vont passer. Donc on joue aussi sur les techniques en fait d'inhalation. On couple ça de la respiration. Quoi qu'il en soit, même si on en a moins, c'est pareil, ça c'est un mythe de si ça sent bon et si ça sent fort, ça marche mieux. Non, on avait la même chose pour le médicament, si c'est mauvais, enfin voilà, non c'est faux. Même une faible quantité de particules aromatiques suffit à donner un effet bénéfique. Donc concernant, sauf vraiment ceux qui sont anosmiques totales, pour autant, vous voyez là par exemple sur l'hématome, voilà, si on n'est pas sur de la prise en charge olfactive thymique, puisqu'on fait aussi du local, l'hématome, après, je ne suis pas sûre que par simple écoute et prise en soin de prendre du temps avec cette patiente, j'ai pu quand même faire régresser cet hématome juste par l'écoute. En effet, de toute façon, moi en même temps, je n'utilise pas que l'aromathérapie, j'utilise énormément de techniques non médicamenteuses. L'écoute fait forcément partie, et l'attention aux patients fait forcément partie de toute façon de notre rôle propre en tant que soignant en gériatrie. On utilise des techniques d'humanitude, le snezolène, voilà, on potentialise toutes les prises en charge. L'important étant que pour mes patients gériatriques, j'ai des ressources pour soulager leur douleur, ce qui est quand même très complexe parfois. Parce qu'en effet, on est sur des douleurs chroniques. Vous voyez qu'on arrive vite à des états catastrophiques et ça a tout de suite une répercussion physique et une altération thymique chez eux importante. On peut aller sur des syndromes de régression psychomotrice importants. Donc c'est vrai que je reconnais qu'en effet, peut-être potentiellement, on a un effet placebo par la relation. Mais je pense que tout bon soignant en gériatrie a de toute façon cet effet placebo par la relation qu'il a avec sa personne âgée. Je dirais que l'aromathérapie est le petit plus, peut-être, qui potentialise cette relation placebo. Voilà.
ce que souligne aussi Daniel, et qu'on a bien vu dans tout ce travail pour produire les préconisations, c'est qu'en fait, c'est un champ d'exploration et de méthodologie de recherche extrêmement complexe. Et qu'aujourd'hui, avec nos méthodologies de recherche, on n'est pas en capacité encore d'avoir trouvé ce qui va nous aider vraiment à avoir des résultats qui puissent être jugés probants. On a la difficulté déjà avec les huiles en tant que telles, puisqu'il n'y en a aucune qui sera tout à fait toujours la même. On observe des résultats extrêmement intéressants par contre, et on a déjà un certain nombre de résultats avec un niveau de preuve suffisant qui permettent quand même d'objectiver encore plus ce qu'on a comme retour de terrain d'expérience. Maintenant, j'ai repéré que notamment les sociétés savantes qui nous ont suivis et à quelques exceptions près, celles qui ne nous ont pas suivis, en fait, on dit qu'il n'y a pas assez de niveau de preuve pour pouvoir se dire que c'est scientifique. Mais on continue à tourner en rond, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme quand il y avait la musique tout au début, quand on l'utilisait. On nous disait ça sert à rien, ça sert à rien. Puis maintenant qu'il y a quand même, on s'y est préoccupé, on a analysé, on a été regardé d'un petit peu plus près de ce qui se passait. On se dit oui, finalement, on a suffisamment de faisceaux scientifiques qui vont nous aider et on va pouvoir continuer à développer. Donc, l'olfaction, je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Ce qu'on a repéré, c'est qu'enfin, un certain nombre d'équipes européennes, internationales et françaises se sont appropriées ce concept-là et ont envie de le développer, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme champ, avec les pneumologues, enfin avec tout ce qui touche vraiment tout ce qui est dans l'air et qui vient compliquer, qui peut avoir des effets potentiellement néfastes. Donc voilà, notamment ce qu'on appelle les coves. Bon, voilà. Donc c'est un champ qui est complexe. Pour autant, nos patients, ils viennent avec leurs huiles essentielles. Moi, je suis toujours désespérée quand un patient arrive et que son séjour hospitalier va faire qu'il va recevoir des benzodiazépines qui vont mettre complètement déséquilibré tout ce qu'il avait comme état de santé avant, parce que justement, on n'a pas su lui proposer quelque chose qui corresponde à son schéma thérapeutique habituel. Donc voilà, le défi, il est là. On ne dit pas que c'est une panacée. Par contre, c'est un vrai complément thérapeutique quand on sait l'utiliser correctement. Et ce n'est pas qu'une vœu de l'esprit de dire ça. On est passé très vite, mais on vous invite vraiment à regarder dans le livret. C'est non seulement des connaissances, mais aussi vraiment une vraie démarche. Une vraie démarche. Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que l'évaluation, de toute façon, de toutes ces thérapies complémentaires, c'est toujours le même problème. C'est que c'est des prises en charge, des effets totalement globaux qui toutes, que ce soit du tai chi, de l'acupuncture, de l'aromathérapie, de l'hypnose, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement global. Là, avec l'aromathérapie, c'est sûr qu'on a le mouvement, on a l'olfaction, on a la respiration, on a la relaxation éventuellement, et effectivement le lien thérapeutique. Ce qui est très important, c'est que tout ça, ça se conçoit à travers un lien thérapeutique entre le patient et le soignant qui doit être d'une excellente qualité, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez pu faire passer l'achat d'huile essentielle au niveau de votre PUI ? À savoir que les huiles essentielles ne sont pas agréées aux collectivités. Est-ce que vous êtes passé par le biais de la Comedims ? Comment est-ce que vous avez fait ? Levez la main. Alors, on a deux expériences différentes. Donc moi, je suis de l'hôpital de Valenciennes. Moi, j'ai commencé l'aroma il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, autant vous dire que les labos croyaient que c'était des vastes blagues quand on faisait des appels d'offres, des choses comme ça. Je suis aussi présidente du comité du médicament. Donc on peut aussi, voilà, mais simplement j'ai protocolé, j'ai donné tout l'aspect sécuritaire. C'est ce qui fait que ma direction et mon pôle gériatrique m'a fait confiance, parce qu'ils savaient ma rigueur scientifique concernant le médicament, et donc ils m'ont permis de développer ces mélanges. Concernant les achats, comme il y avait simplement le pôle de gériatrie qui s'intéressait à l'époque, en fait, c'est un financement donc par le pôle. Nous sommes passés par un appel d'offres, on a élaboré les premiers appels d'offres, en fait, et on a suivi le circuit achat. C'est sûr que la meilleure solution serait de passer par les pharmacies. Maintenant, moi, je suis un énorme établissement pour lequel, pour l'instant, le fait de passer par les pharmacies, de même faire les préparations par les pharmacies, est actuellement impossible du fait du temps en préparateur pharmacie que ça nécessiterait. Voilà.
Là où je rejoins Géraldine pour notre propre expérience, là où je travaille, mais aussi ce qui reflète toutes les équipes en fait, avec lesquelles nous avons travaillé, c'est-à-dire qu'il y a à peu près une bonne quinzaine maintenant d'établissements français, dont 10 CHU qui utilisent quand même les huiles essentielles. Forcément, c'est ce circuit-là. C'est la même dynamique que le circuit du médicament, avec une implication forte à la fois de la pharmacie, bien évidemment de nos commissions et médicales et du médicament et des directions de soins. Si on n'a pas vraiment toute cette organisation-là derrière, ça ne tient pas. Les cahiers des charges, les appels d'offres, grâce, entre autres, je le souligne là, à des établissements comme Valenciennes ou encore comme Colmar ou comme Baugé, qui ont mis à disposition justement de chacun d'entre nous leur propre cahier des charges, les appels d'offres et tout ça, vont nous permettre effectivement de gagner beaucoup de temps. Parce qu'il y a du très propre en vente et il y a du pas très top. C'est bien pour ça qu'on a postulé des éléments extrêmement précis de qualité médicale des huiles, avec vraiment qu'est-ce qu'il faut qu'on retrouve dans les achats que nous allons produire. On n'a pas, il ne s'agit pas de parler de marque, mais il s'agit de parler de qualité. Et là, vraiment, on retrouve absolument de tout. Donc, si on veut être très rigoureux, c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir du recul de 15-10 ans. Je parle pour la France, mais dans les autres pays européens, ils ont des reculs beaucoup plus importants. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans ce qu'on est en train de dire. On ne joue pas les apprentis sorciers, et ce n'est pas simplement parce qu'on aime une odeur ou qu'on a son usage personnel de l'aromathérapie qu'on l'introduit comme ça dans nos milieux professionnels. Ça demande vraiment un socle de connaissances extrêmement précis. Quand on n'a pas de référent aromathérapie, comme par exemple chez Géraldine qui a ce rôle-là dans son institution, on peut travailler au niveau régional en repérant un certain nombre de collègues qui ont cette compétence-là, mais ça passera toujours par une protocolisation et à ce stade, au-delà de la formation, par des prescriptions très encadrées. Sinon, on va perdre tout crédit. Alors moi, je voulais revenir sur la stimulation électrique, la TENS. Il m'est arrivé un certain nombre de fois de recevoir des patients en consultation qui avaient déjà consulté dans d'autres structures de la douleur, pour lesquels on leur avait déjà prescrit de la TENS sans aucune éducation. Donc la seule éducation qu'ils avaient, la seule information qu'ils pouvaient avoir, c'était par le pharmacien, si tant est qu'ils connaissent le dispositif. Donc je voudrais vraiment revenir sur la place de la consultation infirmière, parce que c'est une vraie consultation que Caterina met en place. Comme elle a été décrite dans le référentiel de consultation qui a été élaboré par le groupe de la Société française d'études et traitements de la douleur. Ce terme de consultation maintenant est sujet à discussion puisque l'ordre des médecins n'autorise plus les infirmières à avoir des consultations médicales. On parle maintenant d'entretien infirmier, alors que dans tout ce que nous a présenté Caterina, on voit bien qu'il y a tout un déroulé qui est autre chose qu'un entretien infirmier. C'est quelque chose d'extrêmement construit, avec un accompagnement du patient sur une période de 6 mois, donc une consultation initiale, une consultation de suivi et une consultation de clôture, qui a complètement sa place. Et je crois que la consultation infirmière doit perdurer, en tous les cas en ce qui concerne la prise en charge de la douleur dans les structures de la douleur, et reléguer l'intervention infirmière à juste un entretien, c'est ne pas reconnaître l'expertise de cette fonction d'infirmière ressource douleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En face. Bonjour. Merci. Je suis entièrement d'accord avec vous, Mme Djouba. Et j'irai plus loin. Pourquoi les TENS n'est pas une prescription d'infirmière ressource douleur? Ça viendra peut-être avec les pratiques avancées qui sont en train de se mettre en place à compter de cette année avec un master en 2 ans. C'est comme ça, pour le moment, ça relève d'une prescription médicale. Voilà. Donc ça va faire partie peut-être à l'issue de ce niveau master, de ce qu'une infirmière
habilité à évaluer les patients douloureux chroniques pourra peut-être faire. Actuellement, la loi est comme ça. Oui, mais pour les pratiques avancées, D1, il a tout parce que voilà. D1, il n'a pas des pratiques avancées d'infirmière douleur. D1 et D2, les termes consultation infirmière n'apparaissent plus pour la pratique avancée. Le programme est en cours d'écriture. Je vais juste vous rappeler que la douleur chronique n'est pas considérée comme une maladie à part entière. Qu'à Montpellier, on a fait partie des pionniers dans le domaine de l'éducation thérapeutique et qu'au niveau de l'ARS, il a d'abord fallu qu'on fasse reconnaître qu'il y avait un véritable programme d'éducation thérapeutique pour la douleur chronique. Donc effectivement, dans les pratiques avancées, la douleur chronique ne fait pas partie des pathologies retenues. J'ose espérer qu'elle en fera partie au fur et à mesure que ces programmes sont en train de s'écrire, parce qu'ils sont en train de s'écrire. Surtout quand on regarde dans les masters de pratique avancée, le programme, ça reprend complètement les missions de l'infirmière ressources douleur, quoi. Donc il n'y a pas de raison. Alors ça va évoluer, comme les pratiques avancées en matière de psychiatrie vont arriver à la rentrée prochaine. On espère et on continue à travailler avec la SFEDD pour que ça puisse être intégré aussi dans la pratique avancée. La porte n'est pas fermée, pas tout à fait. Quelques questions? Bonjour, donc Laure, infirmière en dialyse et ressources douleurs, avec une formation au TENS, avec un médecin, algologue et prescripteur. Est-ce qu'on s'entend dire qu'on n'est pas dans un exercice légal de la profession d'infirmière et qu'on serait dans une pratique illicite de la profession de kinésithérapeute? Est-ce que ça a un sens? Oui. Ah oui, alors là, non, ça n'a absolument aucun sens. Ça fait partie, bien souvent d'ailleurs, on l'explique aux patients, parce que les patients, quand ils viennent dans les structures douleurs, parfois ils disent, mais le TENS, on me l'a déjà fait, soit en rééducation, soit chez le kiné, et si ça n'a pas marché. Alors, j'ai bien précisé les modalités d'utilisation du TENS, qui ne sont absolument pas celles des kinésithérapeutes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. La plupart du temps, en kinésithérapie, les électrodes sont positionnées sur la douleur avec des intensités élevées, alors que nous, on utilise des intensités faibles. Voilà. Et puis, c'est pas... La stimulation chez le kiné, c'est une stimulation passive motrice, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le même objectif. L'objectif chez le kinésithérapeute, c'est d'aller remuscler une partie du corps qui est sous-utilisée parce que le patient est devenu impotent ou il utilise moins son bras ou sa jambe. Donc, c'est pas vraiment à visée antalgique. C'est pas tout à fait le sens de ma question. C'est que quelqu'un qui nous répond ça au niveau de l'administration hospitalière ou d'une clinique privée, qu'est-ce qu'on peut répondre au niveau du cadre légal? Est-ce qu'il y a des textes justement qui peuvent expliquer que dans l'usage du TENS à visée antalgique, on n'est pas dans un usage kiné? Est-ce qu'il y a des supports juridiques? Pas que je sache, pour la bonne et simple raison que moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la douleur, c'était les médecins prescripteurs qui mettaient l'appareil en place. Et comme on vous le disait, c'est vrai que dans les consultations, il n'y avait pas de temps alloué à ça. Donc les patients repartaient avec une prescription et n'étaient pas éduqués. Il n'y avait pas de test qui était fait. Pour l'heure, que je sache, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de loi. Ah oui, on a beaucoup de vides juridiques dans notre profession. Après, je partirais du principe que c'est un petit peu comme l'hypnose, parce que notre décret de compétence ne nous interdit pas de faire de l'hypnose, ne nous autorise pas à en faire non plus. C'est pareil pour la TENS. Donc il y a un vide juridique là. Voilà. Par contre, la différence par rapport à l'hypnose, c'est que le TENS relève d'une prescription médicale et pas l'hypnose. S'il vous plaît. Donc, je suis Sylvie, infirmière en consultation douleur. J'avais une petite question encore sur la TENS. On entend ici et là parler d'éducation en groupe à la neurostimulation avec des groupes de patients. Je voulais savoir si vous pratiquiez l'éducation en groupe et ce que vous en pensiez. Alors, vous pouvez lever la main parce que je ne vois pas, ouais, c'est mieux de visuel. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas expérimenté. J'ai une de mes collègues qui l'a fait. Elle a un petit peu arrêté de le faire. Ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que ça a du sens pour faire gagner du temps, mais ça demande une très grosse organisation. Je m'explique. D'abord, je pense que le nombre de patients doit être limité.
et que ça a du sens dans le domaine d'éduquer le patient, c'est-à-dire de lui expliquer un petit peu ce que c'est qu'une maladie douloureuse chronique, comment une douleur est transmise au cerveau, comment le TENS va marcher, voilà, de façon globale. Après, là où ça a moins de sens, et je pense que ça demande c'est une question d'organisation, c'est il faut faire un essai individuel. C'est pas possible de faire un essai en groupe. D'abord, je sais pas, pour des questions de pudeur, moi je me vois pas faire déshabiller les patients entre eux, d'une part, et d'autre part, chaque douleur est différente et que ça demande un positionnement d'électrode particulier. Alors nous, on s'était posé la question, il y avait un temps d'éducation qui durait, je crois, une demi-heure, où on abordait les traitements médicamenteux, la maladie douloureuse chronique, et puis tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et après il y avait un temps qui était dédié à la technique. Alors en fait, les consultations, j'ai pas assez insisté, mais ça prend 1 heure, une mise en place, parce qu'il faut tout évaluer, y compris la thymie, les traitements, etc. Une fois qu'on a évalué ça, tout ça, on peut le faire en groupe. Par contre, après, l'essai, à mon sens, et nous, c'est comme ça qu'on l'avait conduit, ça demande un essai individuel. Alors, ça pourrait avoir du sens pour les patients qui sont hospitalisés, parce qu'après, ça fait beaucoup gagner de temps à l'infirmière quand même, parce que l'essai en lui-même, allez, je vais dire, je ne sais pas s'il y en a qui en mettent dans la salle, 1/4 d'heure, 20 minutes, c'est fait. Hein, le positionnement des électrodes, expliquer aux patients comment on utilise l'appareil, ce n'est pas forcément ça qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'évaluer tout le reste en amont. On a le temps pour une dernière question devant. J'ai une question par rapport à l'hypnose. Vous parlez de ratification. J'aimerais avoir un éclaircissement là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Il fonctionne? Ouais, super. Alors, la ratification, vous voulez une définition? Vous voulez voir comment on fait? Bref, alors très bref, ok. Alors, la ratification, donc il y a 2 façons de faire. Il y a une ratification sur une douleur, qu'on va la ratifier, donc pour la faire disparaître, la diminuer ou l'évacuer, et une ratification sur une zone de confort qu'on va justement étendre pour que cette zone de confort se dirige vers la zone de douleur. Alors, une ratification, on va parler par exemple d'une douleur, d'une migraine. On va demander à la personne comment elle l'imagine. En fin de compte, il faut lui donner une forme, une odeur, une couleur. Souvent, les enfants disent que c'est comme un insecte qui leur prend la tête. Donc, il faut que l'insecte, quel type d'insecte, combien de pattes, quelle couleur, est-ce qu'il a une odeur, est-ce qu'il fait du bruit, tout ça. Et une fois qu'il a bien chosifié, alors ça peut être bizarre, hein, mais quand on demande à un patient de mettre une image sur une douleur, il va toujours vous répondre quelque chose. Il va dire c'est comme une balle de squash. Il va toujours trouver une image qui est associée à cette douleur, et donc on va la modifier. C'est-à-dire qu'à chaque respiration, on va pouvoir se permettre de la diminuer ou de trouver une solution pour l'éliminer. Pareil, on ne donne pas la solution au patient, c'est lui qui va trouver cette solution. Il y en a qui vont faire tomber la bête. Il y a un monsieur la dernière fois qui m'a dit on rabote. Alors moi je trouvais ça très violent, mais ça se trouve il était menuisier, je ne sais pas. Et en fin de compte, à chaque fois qu'il respirait, il rabotait un peu sa douleur et la douleur a disparu. Donc en fin de compte, c'est le patient qui trouve, où il la digère, où il l'expulse, ou qui va trouver la façon d'ôter la douleur en fonction de l'image qui s'est faite. Mais pareil, au début, il dit ça ne change pas, puis après, à chaque inspiration, elle bouge un petit peu, elle change un peu de couleur, elle change de forme, elle s'autorise à bouger, et donc on va travailler comme ça. Et de la ratification de la zone de confort, c'est pareil, sauf qu'on l'étend. Voilà, quelqu'un qui me dit j'ai mal partout, je vais lui dire mais vous avez même main aux mains, tout ça, puis il va me dire maintenant les mains ça va, et on va s'appuyer là-dessus pour augmenter et aller jusqu'à la zone de douleur pour accompagner la zone de confort. Merci. Ça vous va? Alors, il s'agit de réification plutôt que de ratification, de la réification. La ratification, ça consiste juste à légitimer ce que le patient ressent quand on lui propose quelque chose. C'est-à-dire que justement, quand on est en train de faire de la réification et qu'on est en train de changer la perception sensorielle, émotionnelle d'une douleur, le patient ressent des choses. Et la ratification, c'est simplement de légitimer qu'il est en train de vivre quelque chose et de lui dire c'est très bien, et ça se passe très bien, et vous faites ça très bien. Voilà, c'est ça la ratification. Mais on n'entend pas très bien d'ici. Bien, merci à tous les intervenants. Et je crois que vous pouvez vous diriger